Philippe Aghion, vous dites que les inégalités sont pas si fortes et finalement le système français, oui, est l'un des plus redistributifs. Mais moi je me soucie d'autres types d'inégalités. Pour être totalement honnête, voilà. Ma question quand même, c'était est-ce qu'on a tendance un peu à l'oublier dans le débat qu'on a en France ces dernières semaines, qu'on redistribue quand même beaucoup dans notre pays? Alors je pense qu'effectivement, on tend à oublier que la France est un des pays les plus redistributifs, où la taxation aux revenus est la plus élevée. Mais ceci dit, moi, j'ai un souci par rapport à l'inégalité, c'est l'inégalité d'accès à une éducation de qualité, l'égalité des chances, par exemple. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la mobilité sociale. Vous voyez, pour moi ce qui est le plus révoltant, c'est les trappes de pauvreté et c'est le fait que l'origine sociale détermine votre devenir. Ça, c'est ce qui me révolte. Moi, je suis vraiment un social-démocrate, mais je suis un social-démocrate qui a à cœur que n'importe quel talent, de quelque origine sociale qu'il soit, puisse s'épanouir et puisse avoir les mêmes chances de s'accomplir. Voilà. Et là, il y a eu une grosse détérioration en France. Comme jamais avant, les performances éducatives sont reliées au milieu social. Et c'est les tests PISA notamment, la performance aux tests PISA. Donc moi je pense que, je trouve que trop... Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des nouvelles mesures pour taxer, voilà, et on va en parler tout à l'heure. Mais ce que vous dites, c'est ça qui explique ce sentiment. Mais moi je pense que l'inégalité, elle est d'abord à l'école. C'est d'abord là, quoi. Alors on ne peut pas dire que ce soit par manque de moyens. Non, c'est parce que... non, je n'ai pas dit ça du tout. Mais je vous demande à quoi l'imputez-vous? À la baisse de qualité, au fait qu'on refuse la concurrence, la sélection, qu'il y a un enseignant... Alors, voilà. Quelle est la cause? Alors, moi, je crois que c'est beaucoup le fait... Alors, ça peut être un des moyens mal alloués. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste qu'on dépense pas assez. On a une école, on doit faire une réforme comme les Finlandais l'ont fait, comme les Portugais l'ont fait récemment. C'est-à-dire de dire, je vais mettre l'accent à l'école sur le calcul. D'abord, les manuels. Il faut retourner aux manuels. Moi, je pense, je suis très traditionnel en matière d'éducation. Je pense qu'à l'école, il faut avoir des livres, des beaux livres qu'on couvre bien, où on étudie la grammaire, le calcul. Je pense que ça doit être des matières de base. Je crois beaucoup qu'il faut mettre l'accent sur les matières de base, des manuels. Et le manuel, qu'on a abandonné beaucoup trop. Je suis contre, évidemment, les iPhones à l'école, etc. Je pense qu'il faut également que les devoirs soient faits à l'école le plus possible et qu'il y ait des tuteurs pour des élèves en difficulté. Et qu'il y ait évidemment moins d'élèves dans les classes. Alors, ça peut vouloir dire des investissements. Ou une réallocation des investissements. Moi, je crois le système finlandais, je vais vous dire comment ça marche. Au niveau centralisé, vous avez le programme. Les programmes sont conçus de manière centrale, comme chez nous. Ensuite, les professeurs, les critères de formation de prof, ils doivent faire 5 ans de formation après le bac. Donc 1 an et demi de pédagogie. Et ils sont recyclés régulièrement. Et puis, l'évaluation des écoles est centralisée. Donc on peut comparer les performances, voir s'il y a une école qui va. Le reste est assez décentralisé. On devrait beaucoup plus décentraliser le reste. Mais avec les programmes centralisés, la formation des maîtres avec les standards centralisés et l'évaluation centralisée. Et le reste devrait être assez décentralisé, mais avec des idées de base. Calcul, grammaire, dictée, il faut faire des dictées tout le temps. Les fautes d'orthographe, c'est pas admissible. Et les devoirs à l'école, des classes moins nombreuses, des profs bien formés, bien payés. S'ils sont mieux, s'ils font plus, bien quand même que les profs soient correctement payés. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que personne ne veut être prof et on accepte des profs à un niveau très bas. Voilà. Et des tuteurs, d'un système de tuteurs pour les élèves en difficulté. Si on fait tout ça, ça ne veut pas forcément dire dépenser plus, mais peut-être dépenser mieux. Ça veut dire quand même que vous battez en brèche 50 années du pédagogisme classique qu'il y a eu en disant faut arrêter les notes, faut arrêter la absolument, là-dessus je reviens. Absolument, je reviens. Absolument. C'est la culture depuis voilà, là-dessus je suis très réactionnaire. D'accord. Alors, je suis très réactionnaire là-dessus. Mais je veux, voilà. Mais avec les tuteurs, des classes moins nombreuses, des élèves. Ça, je pense que ça c'est la source d'inégalité la plus importante en France. C'est tout à fait les travaux de mon ami Jean Ravel également. Si les enfants de classes défavorisées avaient la même accès à l'éducation que les favorisés, nous aurions beaucoup plus de croissance et d'innovation en France. Et ça, c'est des travaux merveilleux sur le livre sur Marie Curie, les Marie Curie perdues de Xavier Jean Ravel. Et je vous conseille de lire ce livre qui est merveilleux. Donc ça, c'est la source principale d'inégalité. Vous voyez, beaucoup plus important. Et c'est ça qui me paraît bizarre que si vous voulez, si on consacre le temps qui est même que le Parti socialiste consacre à la taxe Zuckman par rapport à ce dont je viens de parler, je trouve que c'est aberrant de ne pas parler beaucoup plus de l'inégalité qui creuse, c'est d'ailleurs celle de l'égalité des chances et de la mobilité sociale. Voilà. Est-ce qu'il faut quand même
taxer davantage les très très riches qui, proportionnellement, payent moins d'impôts que la classe moyenne. Alors là, je pense qu'il y a un vrai problème, effectivement, mais je ne veux pas le faire de manière punitive. D'abord, il faut encourager les gens à entreprendre. Mais je pense, et pour ça que l'outil de travail, je ne veux pas taxer l'outil de travail davantage. Je ne veux pas pénaliser quelqu'un comme Arthur Munch qui crée Mistral, qui est notre espoir en intelligence artificielle. Et si on appliquait la taxe Zuckman, on l'impose sur des revenus non réalisés. La taxe Zuckman, ça veut dire qu'il est valorisé, donc sa firme est valorisée à 12 milliards. Lui, il ne gagne rien pour le moment. Il devrait trouver des financiers, pas pour innover, mais pour payer des impôts sur un revenu qu'il ne réalise pas. Il a des concurrents dans d'autres pays qui n'ont pas à faire ça. Ça veut dire qu'on perd la course en IA. Ça veut dire que la France, elle est hors de la révolution de l'IA. Vous mettez la taxe Zuckman, ça veut dire France échappe à la révolution de l'IA. C'est ça que ça veut dire, immédiatement. Alors, est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose quand même pour les riches? Oui. C'est-à-dire qu'à mon avis, les patrimoines élevés, mais l'usage non productif un peu plus. La niche du trade, elle est très bien, mais il faut la mettre à plat. Il y a des gens qui en abusent. Les niches patrimoniales, je dis pas, les holdings patrimoniales, je dis pas qu'il faut les supprimer, mais il y a des gens qui achètent leur chalet, leur avion personnel avec ces holdings. Il faut aller regarder. Ça, c'est prévu. C'est-à-dire que je suis pour une mise à plat. Et des abus, il faut lutter contre les abus. Et peut-être une taxe exceptionnelle sur les patrimoines élevés, mais pas le patrimoine. J'exclus l'outil de travail. Voilà. Ça, c'est mes règles de base à moi. Pourquoi la gauche, au sens le Parti socialiste, PC, écologiste, LFI, je ne sais pas si vous les considérez à gauche, c'est des gens comme François Hollande, vous connaissez bien la gauche quand même. Pourquoi lui a été beaucoup plus modéré. Pourquoi il y a eu cette espèce d'engouement pour la taxe Zuckman? Parce que c'était un symbole qu'on brandissait. C'est devenu un totem. Voilà. Et ça paraît tellement ça. Bon, d'abord, je veux dire sur Gabriel. Pourquoi ça passe autant dans l'opinion? Parce que je vais dire pourquoi. Un sentiment d'injustice. C'est la potion magique. D'abord, il y a certainement un sentiment d'injustice qui est lié, à mon avis, au fait que la mobilité sociale a reculé, que beaucoup de gens se sentent exclus de la croissance et du progrès. Et ça va pas. Donc, il faut s'attaquer à ce problème-là. C'est-à-dire que c'est un symptôme. Il faut faire en sorte que les gens se sentent inclus. Alors, il faut la réforme de l'éducation. Il faut une vraie flexi-sécurité à la danoise en France. C'est-à-dire que personne n'est laissé sur le bord de la route. Quelqu'un qui perd son emploi, on lui donne des assurances chômage élevées, on la forme et on le pousse à revenir sur le marché du travail. C'est ce qui a été tenté en France. Un peu tenté, mais il faut faire davantage. Donc il faut avancer dans cette voie pour que les gens ne soient jamais exclus, ne se sentent pas sur le bord de la route. Ça, c'est vrai. Mais la taxe Zuckman, elle a donc ce problème que ça décourage l'innovation et les gens comme Arthur Munch. Il faut quand même mettre à plat la niche du trade, je vais peut-être dire la supprimer, mais la mettre à plat. L'utilisation des holdings patrimoniales. Donc si vous voulez, moi ce que je pense, c'est qu'il faut s'attaquer. Et je pense. Alors pourquoi la taxe Zuckman est beaucoup plus? Parce qu'on a dit aux gens, vous savez, d'abord, elle rapporte 20 milliards. Donc on n'a pas besoin de faire de réforme budgétaire. Deux, c'est 1800 personnes qui vont casquer. Donc c'est génial. Qui est pas pour? Évidemment, moi je suis pas dans les 1800. On me dit 1800 personnes et ça nous rapporte et j'ai pas besoin d'efforts budgétaires. Évidemment, mais c'est faux. Ça rapporte au maximum 4 milliards, pas plus que 4. Et deux, ça décourage donc l'innovation et l'investissement, donc ça réduit la part du gâteau. Moi, je suis un social-démocrate de production. C'est-à-dire qu'on ne peut pas redistribuer ce qu'on ne produit pas. Si je réduis la taille du gâteau, je réduis ce que je peux redistribuer. C'est pour ça que je suis contre la taxe Zuckman. Finalement, pour l'instant, en tout cas, alors où on parle, c'est pas 1800 personnes qui vont casquer, c'est un peu tout le monde. On l'a vu dans le projet de budget qui a été proposé par le gouvernement, des hausses d'impôts. Toucherait 4000 foyers fiscaux. Oui, voilà. Il faut que chacun fasse de l'effort. Moi, je pense que l'effort... Mais les Français, je pense, sont prêts à faire des efforts s'ils sentent que les efforts sont partagés. C'est pour ça que je pense que c'est important quand même de traiter. Et puis le crédit impôt recherche, par exemple, il faut le garder. Mais très souvent, il ne sert pas à faire de la recherche. Moi, j'ai quelqu'un qui a travaillé chez Total. Il m'a dit, vous savez, le crédit impôt recherche, il sert à tout sauf à la recherche. Alors, ça veut dire qu'il faut être ça veut dire il faut le cibler autrement. Il faut le cibler. Il faut surveiller. Il faut le surveiller, le cibler, le mettre à plat et voir ça oui, ça non, et le cibler et évaluer. Est-ce que vous avez innové? Non. Alors on vous enlève. Donc ça veut vous avez innové? Non. Au moment quand vous êtes conseillé Emmanuel Macron, on l'a accusé de faire, parce qu'à gauche, ça donne les cadeaux aux entreprises, mais vous étiez pour des aides aux entreprises, mais sous condition. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu une dérive, on n'a pas contrôlé, on l'a donné à n'importe qui? Il faut évaluer. Je dis pas qu'il faut trop... Je ne suis pas pour micromanager, mais je pense qu'il faut des évaluations. D'accord, donc demander des comptes quand même. On demande quand même des comptes. Moi, si par exemple, je fais de la recherche, j'ai des bourses, on me demande quand même des comptes. Alors qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as produit? Et on voit ou sinon, on me dit, si tu n'as pas produit, je ne renouvelle pas. Donc, ce qui a très bien marché, c'est les laboratoires d'excellence. C'est les travaux de mon ami Bergeau, qui a eu le prix du meilleur jeune économiste. Et Antonin, avec ses collègues, ont montré que là où on a créé des LabEx, ça a stimulé l'innovation de rupture dans les industries
géographiquement et technologiquement proche des LabEx. Voilà quelque chose qui a bien marché. Donc moi, je suis pour développer ce qui marche et ne pas continuer ce qui marche moins bien. Je reviens à ma question, Philippe Aghion. Les Français sont prêts à faire un effort s'ils ont le sentiment qu'il est justement partagé. Voilà, est-ce que ce projet de budget qui a été présenté là, pour l'instant, qui va être amendé... Je n'ai pas vu les détails, mais je ne peux pas... malheureusement. En gros, il y a cette... Vous avez vu, c'est l'année blanche. Donc, c'est ça. voilà, une partie des Français vont payer des impôts sur le revenu alors que ce n'était pas prévu. On va payer... Il va y avoir plus d'impôts, 14 millions, 14 milliards. À court terme, on en était obligé. À long terme, ce qui va nous permettre d'améliorer notre situation budgétaire à long terme, c'est d'augmenter le taux d'emploi. On ne travaille pas assez en France. C'est-à-dire qu'il y a trop peu de jeunes et trop peu de seniors qui travaillent. Ce n'est pas juste travailler plus longtemps. C'est aussi... Que plus de gens travaillent. C'est que plus de gens travaillent, voilà. Il faudrait que, si on atteignait le taux d'emploi, ce que mon ami Gilles Berset montre très bien, si on atteignait le taux d'emploi de l'Allemagne, on aurait résolu nos problèmes budgétaires. Est-ce que pour ça, parce qu'il a été abandonné la réforme de l'assurance chômage, qui était quand même une façon de dire peut-être trop violente, vous dites à la fin, il ne faut pas laisser les gens au bord du chemin. Mais d'un autre côté, on avait prévu de durcir l'assurance chômage de manière à ce qu'en gros, les gens soient poussés à travailler. Oui, mais il faut durcir, mais il faut même aider à rebondir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est les deux. Quel est l'équilibre entre l'aide à la formation, le fait qu'on ne les abandonne pas, et le côté, si vous... Il faut les deux. Voilà. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Par exemple, ce qui se passe au Danemark, c'est que on vous aide pendant 2 ans, on vous aide à trouver un emploi et on vous propose des nouveaux emplois. Si vous refusez plus que 2 emplois dans votre qualification, à ce moment-là, les assurances chômage se mettent à baisser. Je pense qu'il faut aller vers un système qui responsabilise. On n'en est pas très loin. Voilà. Donc, c'est les droits et devoirs. Chacun a des droits et des devoirs. Et je trouve que j'aime beaucoup le principe danois parce que et les entreprises, et l'État, et les employés ont des droits et des devoirs. Vous croyez que c'est possible en France, ce modèle danois? Je pense qu'on peut y arriver. Une mobilisation syndicale disant que c'est honteux et des partis politiques. Là, il faut se bagarrer. Vous savez, on évolue. Moi, je pense qu'on peut y aller. Je pense que, voilà, en tout cas, moi, je vais me battre pour ça. J'y crois beaucoup. Et je vais me battre pour ça. Philippe Aghion, vous avez pris position pour la suspension de la réforme des retraites. Et on a presque l'impression que ça a un peu aidé Sébastien Lecornu à franchir le cap de cette décision. Vous avez cette impression? Alors, je voudrais d'abord dire quelque chose sur les retraites. Je pense profondément qu'on va devoir travailler plus longtemps. Parce qu'on vit plus longtemps. D'accord? Donc, on n'échappera pas à une réforme qui fait qu'à l'arrivée, nous travaillons plus longtemps. En moyenne, d'accord? Donc, et je pense qu'il faudra une autre réforme, de toute façon. Moi, je suis pour la réforme à points. Dans le rapport Blanchard-Tirole, il y a 3 chapitres. 2 de vos amis encore. Pardon? 2 de vos amis encore, économistes. Blanchard et Tirole, qui sont de très bons amis. Eh bien, il y a un chapitre sur comment bien faire la réforme à points. Je pense qu'il va falloir relire très attentivement ce chapitre du rapport Blanchard-Tirole et remettre sur le métier le chantier. Alors, ce que vous voulez dire... on était presque, mais il y a eu l'histoire de la Spivot qui l'a fait échouer. Il faut un jour y retourner. C'est-à-dire, pas maintenant. Pour résumer pour nos téléspectateurs, oui. Quelque chose qui serait une sorte de système à la carte voilà. et à points voilà. qu'on fait quelque chose qui est sur mesure, c'est-à-dire qu'on ne traite pas de la même façon. Voilà. Quelqu'un qui a eu un travail de cadre, mettons, en commençant à 25 ans, et quelqu'un qui a commencé à travailler à 16 ans. Et qu'on considère la pénibilité, l'âge, et que ce ne soit pas une règle uniforme. Pas une espèce de couperet, tu vois, 62, 64. Les gens n'aiment pas. En France, peut-être vous direz que c'est psychologique. Les âges pivots, dès qu'il y a un coup près, les gens n'aiment pas. Voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'on est. Moi, j'ai peur de prendre l'ascenseur tout seul. Moi, chacun a ses bizarreries. Nous, en France, le coup près, on n'aime pas. Donc, une fois que tu as compris ça, tu dois faire autrement. Donc, il faudra un jour reprendre une autre approche qui est celle des points. Mais donc, sur le fond, il va falloir travailler plus. C'est augmenter le taux d'emploi et la productivité. C'est ces deux choses-là qui et la croissance de la productivité, c'est ces deux choses-là qui vont nous permettre de surmonter le problème budgétaire à long terme. Mais là, on était dans une urgence. S'il y avait censure, on rentrait dans l'inconnu. Moi, je ne veux pas du Rassemblement national en France. Je n'en veux pas. Je ne veux pas créer une possibilité où le Rassemblement national puisse prendre le pouvoir. Je suis désolé, mais jamais, on my dead body, jamais. Donc moi, je veux m'éloigner de la censure. Et vous avez vu d'ailleurs qu'avec le vote d'hier, immédiatement, le spread s'est mis à baisser. Et la bourse s'est mise à remonter. L'écart entre les taux entre l'Allemagne et la France. Alors, on va voir demain la dotation. J'espère, je croise les doigts. Mais tout d'un coup, c'est un peu comme une cocotte minute, ça monte. Et il fallait faire redescendre parce qu'on était au bord de l'explosion. Donc, la stabilité l'a emporté. Donc, la stabilité, c'est important. Parce que le coût de l'instabilité, le coût d'une nouvelle censure était bien supérieur à ce que coûte le fait. Moi, je ne dis pas suspension. Je dis j'arrête l'horloge. Je préfère mon expression à moi. Aghion, il dit j'arrête l'horloge. Voilà. Et vous la reprenez en 2027. Et je la reprends en 2027. Et si quelqu'un veut changer, il propose une nouvelle réforme. Voilà. Vous avez dit il va falloir travailler. Et d'ailleurs, à l'époque, je vais vous dire une chose. Moi, j'avais proposé 63 ans et revoyure. Oui. Et quand j'avais proposé, j'ai toujours été sur cette ligne. J'avais eu Xavier Bertrand
et le regretté Olivier Marleix, qui m'avait complètement soutenu à l'époque. De LR. Donc c'est pas donc, de LR. Vous avez le dit, chef du groupe à l'Assemblée. Vous avez dit, Philippe Aghion, il va falloir travailler plus. Mais est-ce que vraiment ça va être possible dans ce nouveau monde qui nous attend? Vous avez, vos travaux pour lesquels vous avez été récompensé par le prix Nobel portent justement sur l'innovation et les relations avec la croissance. Un mot quand même de tsunami qui est en train d'arriver de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Déclaration du PDG de Ford cet été, l'intelligence artificielle va remplacer la moitié des cols blancs aux États-Unis. Le FMI estime qu'elle pourrait toucher 60% des emplois dans les pays développés. Alors je vais vous dire quelque chose. Chaque fois qu'il y a eu une révolution technologique, depuis la machine à vapeur, on a eu peur du chômage de masse. Quand il y a eu la révolution de la machine à vapeur, il y avait le mouvement des Luddites, les Luddites en anglais, qui était un mouvement qui craignait que chômage de masse, et il n'a pas eu lieu. Mais cette révolution, est-ce qu'elle est vraiment comparable? Quand il y a eu la révolution de l'électricité, Keynes lui-même, le grand Keynes, prédisait chômage de masse. Il n'a pas eu lieu. Les robots, on a dit il faut taxer les robots, et on n'a pas observé. Et l'IA, c'est pareil. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les machines remplacent les hommes. C'est un effet de substitution. Mais il y a un effet de productivité. Quand vous adoptez l'IA, ou quand vous adoptez les robots, etc., vous devenez plus productif, donc plus compétitif. Et donc la demande mondiale pour vos produits augmente. Et donc, ça vous fait que vous augmentez la demande de travail. Et cet effet de productivité est également très important. Moi, j'ai fait des études pour le rapport pour IA que j'ai remis à Emmanuel Macron, que j'ai fait avec Anne Bouvreau, et on avait un groupe formidable avec Yann Lequin et des gens fantastiques dans notre commission. On a montré que les entreprises françaises qui avaient adopté l'IA, c'était avant l'IA générative, au total, elles créaient de l'emploi. Parce que l'effet productivité l'emportait sur l'effet de substitution. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il y a l'effet de substitution, mais il y a toujours cet effet de productivité. Et pour le magnifier, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, éducation, parce qu'à l'école, on apprend à apprendre et à s'adapter, et un très bon système de flexi-sécurité, bien mieux que ce qu'on a encore maintenant. Je pense que si on se dote de ces choses-là, eh bien, on va magnifier l'effet positif de l'IA. Et de toute façon, l'IA, on n'y échappe pas. Et tout ce qu'on peut faire, c'est être prêt pour l'IA, avec des gens bien éduqués, parce qu'à l'école, on apprend à apprendre. À l'école, on apprend à être adaptable. Et si on a ces bons systèmes-là, eh bien, nous arriverons à tirer le meilleur de la révolution de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il y a de plus original dans vos études? Qu'est-ce qui a fait que vous avez le prix Nobel? D'abord, c'est pas moi. Aghion, on va pas parler d'Aghion. On va pas parler d'Aghion. La fait, destruction créatrice, c'est ce qui se passe à l'Assemblée en ce moment, ou c'est quelque chose de positif? Ah oui, alors je sais pas. Non, l'idée de la création créatrice, c'est qu'une économie dynamique, c'est une économie où sans arrêt de nouveaux talents viennent et viennent challenger, comme on dit, je fais un prof anglais, viennent les intérêts acquis. Et les innovateurs d'hier sont challengés par les nouveaux. C'est pour ça que je suis pour l'éducation. Je suis pour encourager les entrepreneurs au lieu de les matraquer et de leur permettre de se développer. Il faut permettre aux nouveaux talents de venir et de venir sans arrêt concurrencer les innovateurs d'hier. C'est ça les économies dynamiques. Alors évidemment, vous me direz, mais oui, mais alors l'emploi, et c'est là que la flexi-sécurité, c'est un truc formidable parce que ça facilite la destruction créatrice et en même temps ça protège. Et moi, c'est ça la vision de l'économie. Et nous, ce qu'on a eu premièrement, parce qu'avant, il y avait un modèle néoclassique où on ignorait l'entrepreneur. Nous, on a mis l'entrepreneur, l'entreprise au centre du modèle de croissance. Et moi, je crois beaucoup dans cette force de destruction créatrice. Les nouveaux remplacent l'ancien, mais je veux que ça soit socialement acceptable. C'est pour ça que le système danois me plaît, parce qu'ils ont trouvé un moyen de rendre la destruction créatrice socialement acceptable. Et y compris, c'est valable pour la classe politique française? La classe politique française, elle évolue. Il faudrait qu'il y ait un renouvellement, absolument, tout à fait. Mais vous savez, moi j'ai confiance. La France, c'est un pays formidable. On a tendance à trop se dénigrer. On a des chercheurs fantastiques, des ingénieurs, des mathématiciens. On est le pays de la liberté. On est le pays où quand même on a l'idée d'un modèle social. Il faut qu'on le modernise, mais on a ça que les Américains n'ont pas. Qu'on le sauve. L'environnement, on y pense aussi. On a des choses fantastiques en France. On a l'industrie du luxe. On a l'aéronautique, on est très bon. On a le nucléaire, on est très bon. On a le tourisme, tout ce qui est tourisme, restauration. On a plein de choses. On a des talents. Maintenant, il faut qu'on se mobilise, comme après la guerre. Après la guerre, même Maurice Thorez disait, on retrousse nos manches et on travaille. Eh bien, on est à une période comme ça. L'Europe doit se relever et l'Europe ne peut pas se relever sans que la France joue un rôle pilier. Il ne peut pas y avoir d'Europe dynamique sans la France. Donc, il faut que la France retrouve sa voie en Europe. Et puis, on y va parce qu'on est en train d'être largué par les États-Unis et la Chine. On doit rattraper. Et je pense que si quelqu'un sait dire ça bien,
c'est très gaulien. Il faut un gaulien pour faire ça. Eh bien, un Gaullien social. On doit revenir au bon gaullisme social, mais moderne, quoi. Et là, je pense qu'on peut y arriver. Vous voyez quelqu'un je pense qu'on peut y arriver. Olivier, voilà, pardon de vous ramener à la classe politique française, voilà, bassement, avec des considérations politiques, mais vous parlez d'un gaulien, quand même, ça m'interpelle, parce qu'on a lu Olivier Faure, qui a dit le soir de la démission de Sébastien Lecornu. C'est le dernier gaulliste. Il est peut-être le premier. Il est peut-être le dernier et le Sébastien dernier Lecornu peut-être. Sébastien Lecornu. Je ne le connais pas, mais je me réjouis de le rencontrer. Et vous pensez qu'il y en a un à gauche? En tout cas, il faut quelqu'un qui réunisse. Voilà, vous savez, De Gaulle, il a dirigé le Conseil national, le gouvernement du CNR, et il y avait des gens de gauche chez lui. Et il faut quelqu'un comme ça, qui soit capable, autour de lui, de réunir. Et il y a des gens à gauche, voilà, il y a des gens, moi je connais bien Bernard Cazeneuve, mais il y en a d'autres, et voilà, et peut-être Olivier Faure, j'en sais rien, qui tout d'un coup se disent, on va se mettre ensemble, et on va sauver ce pays. Parce que c'est un pays merveilleux. Et c'est un pays, et la France, quand elle se réveille, elle étonne le monde. La France est un pays qui étonne le monde. Il faut qu'à nouveau la France étonne le monde. On est bon et on peut y arriver. Voilà. Ça fait du bien de vous entendre parce qu'on va lui donner le prix Nobel de l'optimisme. Bah oui, prix Nobel de l'optimisme, mais c'est optimisme de combat. C'est pas gagné. Il va falloir qu'on se bagarre, mais on va y arriver. Mais alors comment expliquer qu'on soit quand même toujours dans ces débats en train de se dire la France décline, la France demain on va être râleurs. C'est le FMI. On est des râleurs. On est très bons, mais on est un peu râleurs. Voilà, c'est ça un peu quoi. Et puis, il y a eu des vrais... Et puis, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui se sentent sur le bord de la route. Je pense qu'il y a un vrai sujet là. C'est-à-dire qu'il faut que si on... Je pense que, vous voyez, qu'est-ce qui a amené Trump et qu'est-ce qui a amené le Brexit, c'est qu'il y avait des gens, aux États-Unis ou en Angleterre, qui se sont sortis sur le bord de la route. Et je pense qu'il y a des gens aussi chez nous qui se sentent sur le bord de la route. Et des il faut les récupérer. Et des leaders qui se sentent impliqués. Et là, il faut prendre ça au sérieux. Et des leaders qui souffrent sur la braise. Voilà. Politique, c'est pas qu'on en revient sur la politique. C'est toujours comme ça. Mais je pense qu'il faut comprendre ce phénomène. Et il faut dire, on doit se relever sans laisser personne sur le bord de la route. On n'a pas assez compris Emmanuel Macron. Pardon ? Parce qu'on n'a pas assez compris Emmanuel Macron. Écoutez, il a quand même fait pas mal de choses. Moi, Emmanuel, je sais quand même, c'est la mode. Les rois en France, on les adule et après on les décapite. Moi, si vous voulez, je ne me suis jamais privé de critiquer Emmanuel Macron. D'accord, sur les retraites, je pensais qu'il fallait faire un 63 et revoyure. Et puis d'autres circonstances, j'ai critiqué. Donc voilà. Mais en même temps, depuis le tournant de l'offre, c'est vraiment lui, depuis 2014. Je veux dire, le CICE, le pacte de responsabilité, les lois Macron, c'est beaucoup lui déjà. Depuis 2014, quoi. Donc, je pense que c'était très important qu'on fasse le tournant de l'offre. Plus tout ce qui a été fait en 2017, la flat tax, les lois pénico, la formation pro, l'IA qu'il pousse à fond, le sommet IA qui a été un truc fantastique. Donc voilà, après chacun, il y a un droit d'inventer. On peut dire ça. Bon, la dissolution, je ne suis pas un fan évidemment, mais je ne veux pas. On ne connaît pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire ? Je critique, mais je ne. Merci beaucoup Philippe Aghion d'avoir été notre invité ce soir. Prix Nobel de l'économie 2025. Encore bravo à vous et merci pour votre enthousiasme et votre optimisme. Les informer tout de suite juste après la météo.